Préparons demain, c'est votre podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons demain. Elles envahissent les plages, gâchent les paysages et posent un véritable problème sanitaire. Les algues vertes sont un fléau pour les vacanciers et les collectivités. Chaque année, c'est plus de 44 tonnes qui sont ramassées sur les côtes françaises, selon le Centre d'études et de valorisation des algues. Pourtant, ce qui était autrefois un déchet devient aujourd'hui une ressource précieuse, un véritable or vert finalement. Eh bien, c'est le pari d'Era Nova, une entreprise française labellisée Programme d'investissement d'avenir de l'ADEME en 2017 et lauréate du plan France 2030. Grâce à une technologie innovante d'upcycling, c'est un procédé qui consiste à donner une seconde vie à des déchets en les transformant en matériaux de valeur, Era Nova convertit les algues vertes en résine biosourcée, recyclable et compostable. Donc c'est une alternative durable au plastique traditionnel qui pourrait bien révolutionner les matériaux de demain. Mais comment passe-t-on des algues au plastique ? Quels sont les atouts de ces bioplastiques face au plastique fossile que l'on connaît ? Et surtout, est-ce que cette solution, elle peut être déployée à grande échelle ? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir un micro de Préparons demain, Philippe Michon, qui est directeur général et cofondateur d'Era Nova. Bonjour Philippe Michon. Bonjour Aurélie Martins. Bienvenue au micro de Préparons demain. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une innovation très sympa pour l'avenir. Je vais enchaîner directement avec ma première question. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Era Nova ? La société Era Nova est une société qu'on a créée avec un associé qui s'appelle Philippe Lavoisier. On a créé ça en 2017. Et l'idée d'Era Nova a été de créer une nouvelle génération de biomatériaux, c'est-à-dire matériaux qui vont non plus utiliser du plastique qui vient des matières fossiles, du pétrole, mais plutôt issu de matières végétales. Et on a choisi une matière végétale qui n'était pas en concurrence avec l'alimentaire, qui est aujourd'hui considéré comme un polluant, qui sont les algues vertes, les macro-algues vertes, bien connues en Bretagne, qui sont présentes là-bas, mais pas uniquement, elles sont aussi présentes dans le sud de la France, et c'est là où nous sommes, à Fos-sur-Mer, à côté de Marseille. Eh bien, très bien. Mais du coup, voilà, ces algues vertes, comme je l'ai précisé dans l'introduction, elles sont un peu perçues comme un fléau finalement, hein, autant pour l'écologie que du côté sanitaire. Vous, à quel moment vous vous êtes imaginé leur donner une seconde vie ? En fait, nous sommes tous les deux issus du monde de la plasturgie, et donc en observant en fait ces algues sur les plages principalement bretonnes, puisque c'est là où elles sont vraiment considérées comme un fléau. Elles sont issues de la pollution, issues des nitrates et des phosphates. On s'est dit, tiens, est-ce que ces algues-là contiennent du sucre ? Et les matériaux biosourcés, en général, valorisent le sucre qui sont contenus dans les végétaux. On connaît le maïs, on connaît la fécule de pomme de terre, on connaît le soja. Et donc, on a analysé ces algues et on s'est aperçu qu'il y avait du sucre. Et on s'est dit, à partir de ce sucre, peut-être qu'on peut arriver à en faire un matériau biosourcé qui peut s'adapter à de multiples applications et qui peut être facilement transformable. Donc, l'idée a été de dire, on a un polluant et transformons ce polluant qui est un problème en opportunité. On fait ce qu'on appelle du upcycling, c'est-à-dire on va transformer un problème en opportunité. Et les algues, elles vous gênaient quand même quand vous alliez à la plage ? C'est peut-être pour ça aussi. Je pense que les algues, elles gênent tout le monde. Elles sont mondialement, c'est un fléau mondial. On connaît les algues vertes en Bretagne, mais il y a aussi les sargasses dans le golfe du Mexique, en Asie, dans les îles. Les algues, alors, il faut pas être méchant avec les algues, parce que les algues, elles sont utilisées aussi comme source d'alimentation, beaucoup dans les pays asiatiques. Elles sont source de vie, elles servent de nutriments, elles font partie d'un écosystème marin qui est très très important. Il y a des centaines de milliers de sortes d'algues que l'on connaît pas. Il y a des micro-algues, celles que l'on voit pas et qui flottent, qui nous font un peu ces eaux vertes. Et puis on a aussi les macro-algues que l'on voit. Et même dans les macro-algues, il y a de nombreuses sortes. Il y a les algues rouges, les algues vertes, les algues brunes. Certaines sont utilisées pour la pharma, la cosmétique, l'alimentaire. Donc c'est toujours le même sujet. Quand il y a une quantité d'algues, c'est très positif parce que ça montre qu'il y a de la vie dans le système.
Mais quand il y en a trop, elles prennent le dessus et elles étouffent le système. Donc elles mettent en danger la biodiversité et c'est à ce niveau-là que ça devient problématique. Au démarrage d'Eranova, pour vous, ça a été quoi les plus grands défis, le plus grand défi? Est-ce que c'était plutôt trouver les financements? Est-ce que c'était plutôt convaincre vos partenaires que votre idée, elle était viable? Ou c'était tout simplement de développer la technologie? L'idée, on était, au risque d'être arrogant, on était persuadé qu'elle était viable, parce qu'on a de nombreuses années d'expérience dans ce monde de la plasturgie, et on a vu évoluer des solutions, et on s'est dit, on a vu les failles et les avantages des solutions déjà développées. Et donc, c'est plus facile d'arriver après que d'être le précurseur. Donc nous, on est les précurseurs sur l'utilisation d'une biomasse, qui sont les algues vertes, qui sont rarement utilisées, voire jamais utilisées pour faire les types de matériaux que l'on fabrique chez Eranova. Après, les challenges, ils sont pas encore tous levés. La grosse difficulté, c'est effectivement mettre en place les éléments techniques pour avoir des matériaux qui sont capables de concurrencer les plastiques que vous et moi on connaît dans les applications du quotidien. Parce qu'on veut tous supprimer ce plastique. Le plastic bashing, il est partout. Stoppons le plastique. En revanche, arriver à trouver un produit qui est capable de se substituer au plastique, ça veut dire qu'il a les mêmes caractéristiques techniques et mécaniques, c'est très compliqué et très difficile. Parce qu'on ne voit le plastique que par le mauvais bout de la lorgnette dans un certain nombre de cas. On le voit comme étant polluant notre environnement. On le voit en Afrique, on le voit sur les bords des routes, on le voit partout. On dit « Ah, ce produit-là, il devrait jamais être là ». Mais on voit pas les qualités incroyables qu'il a apporté à la fois dans la santé, dans la conservation des aliments, dans les véhicules, enfin dans tous les domaines dans lesquels il s'est retrouvé, et il a apporté des plus, des performances, des réductions de coûts, mais effectivement, s'il se trouve dans l'environnement, il y a un vrai problème. Et donc, arriver en 2025 avec un matériau issu du végétal et se confronter à un matériau qui a eu 50 ans d'évolution, voire 60 ans d'évolution, je ne me vois pas trop vieillir non plus d'ailleurs, qui a plus de 60 ans d'évolution avec une multitude de formulations, une multitude de capacités techniques, il faut, quand on développe un nouveau produit, choisir ses combats. On ne peut pas remplacer tous les plastiques, on ne peut pas remplacer la fibre de carbone par des algues, on ne peut pas remplacer les PVC par des algues. Le PET, c'est compliqué. En revanche, on peut remplacer une grosse partie des emballages. Ça va du sac poubelle au pot de cosmétiques, en passant par certains éléments pour le bâtiment, par exemple. Et alors, en cherchant un petit peu, en m'intéressant à votre projet, j'ai vu que vous avez des algues qui proviennent à la fois d'échouages naturels, d'autres qui sont de culture en bassin. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux sources d'algues? Alors, il n'y a pas de différence au niveau de la matière en elle-même. Il y a des différences sur l'impact global que va avoir l'utilisation d'une ressource ou d'une autre ressource. Par exemple, les algues que l'on va collecter sur les plages sont des algues qui sont déjà adultes, qui ont déjà grandi, et qui sont là souvent échouées et qui posent problème pour la biodiversité. Donc utiliser ces algues-là, c'est contribuer à dépolluer les plages et à améliorer l'environnement et éviter la mise en décharge de ces algues, ce qui est aujourd'hui, et notamment dans le sud de la France, la majorité de la destination de ces algues. Donc là, on va avoir une première phase d'amélioration de l'environnement par la réduction de cette pollution. Ensuite, ces algues-là, on les met dans les bassins, et là, on passe dans une deuxième phase, c'est-à-dire que ces algues, elles vont se reproduire. C'est la force et la faiblesse de ces algues, c'est qu'elles se reproduisent à une vitesse très rapide. Donc c'est un problème dans l'environnement, mais lorsque vous voulez les utiliser pour industrialisation, c'est plutôt un super avantage. C'est parfait. C'est parfait. Et donc, en les mettant dans les bassins, elles vont se reproduire, et en se reproduisant, elles vont capter du CO2. Et là, on devient un puits de carbone. Donc les algues qui étaient sur les plages, elles étaient déjà adultes, elles ont effectivement capté du carbone, mais elles vont pas rentrer dans notre bilan environnemental, nous, en tant qu'entreprise. Alors que lorsque l'on utilise les algues échouées,
les algues de culture et qu'on les cultive en bassin, là, on va capter du CO2 et là, on va améliorer le bilan environnemental de notre entreprise et de nos produits. De plus, ça va nous permettre aussi d'avoir une reproductibilité de qualité et une constance de production sur la quasi-totalité de l'année. On ne peut pas baser un modèle industriel sur le fait que la pollution va durer tout le temps et pour toujours. L'objectif de chacun, c'est que ces algues vertes polluantes n'existent plus. Donc, on se contraint à, bien évidemment, aider les collectivités locales à dépolluer les plages, mais aussi en créant ces bassins à plus grande échelle, pouvoir créer une nouvelle filière de génération de biomasse pour créer les matériaux éco-conçus de demain. Et donc, c'est vraiment important. De plus, les algues sont, comme je vous le disais tout au début de cet entretien, issues de la pollution nitrate-phosphate. C'est les nitrates et les phosphates qui font grandir ces algues à vitesse grand V. Mais quand on les met en bassin, en fait, on va alimenter ces bassins avec ces eaux, on va dire, polluées, et elles vont capter ces nitrates et les phosphates, et donc elles vont servir de filtre. Donc c'est un végétal incroyable, les algues, elles se nourrissent de la pollution, mais aussi elles sont capables de la réduire. Et donc dans notre cas, l'eau qui va rentrer dans les bassins et qui va en sortir va être dépolluée. On fait ce qu'on appelle de la biorémédiation. Et donc ça nous apporte encore un plus environnemental. Donc on capte du CO2. Il faut savoir qu'un kilo d'algues sèches capte 1 kilo de CO2. C'est 10 fois plus qu'une forêt à l'hectare. C'est colossal. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Et en plus, on va dépolluer les plages. On va dépolluer par exemple les eaux en captant ces nitrates et ces phosphates. Donc on coche de nombreuses cases en utilisant cette matière première. Mais alors justement, j'avais une question qui arrivait, c'était par rapport à la récolte de ces algues. Donc j'imagine que en fait en bassin, elles sont pas soumises à des contraintes saisonnières. Par exemple, c'est pas comme en agriculture, alors que ça peut-être l'être plutôt sur les algues d'échouage. Ah bah clairement, les algues d'échouage, il y a des vagues. Je suis sûr qu'il y en a plus dans certaines périodes quand il y a beaucoup de cultures, parce qu'il faut savoir, il n'y a pas de secret, c'est que c'est principalement l'agriculture qui alimente les cours d'eau en nitrates et phosphates, et donc qui vont créer ces marées vertes. La Bretagne, encore une fois, on est quand même un très gros exemple. Mais nous, donc on peut pas encore une fois baser notre production sur une saisonnalité. Donc il y a cette saisonnalité, et là il faut effectivement que les municipalités interviennent pour réduire cette pollution algale. Mais nous, on a un besoin pour les industriels avec lesquels on travaille d'avoir une production constante. On peut pas leur dire, tiens, mois de mars il y en a pas, désolé, on peut plus faire d'emballage ou on fait plus de sacs poubelles ou donc ça nous permet d'avoir une constance de production et puis aussi d'avoir un contrôle pour s'assurer que les algues, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles captent tout, donc elles peuvent aussi capter des polluants. Et il est important pour nous d'avoir une qualité de produit qui soit constante et super contrôlée. Alors c'est justement au sein de votre site de Port-Saint-Louis-du-Rhône que vous transformez justement ces algues en plastique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette installation ? Alors, Port-Saint-Louis-du-Rhône, effectivement, c'est notre site pilote pré-industriel, puisque là, on est en train, et on espère pouvoir l'annoncer ce mois-ci, de clôturer notre levée de fonds pour notre site industriel, qui va se situer en Camargue, juste à côté. Donc, c'est un site que l'on a bâti sur un terrain qui appartient au GPMM, le Grand Port de Marseille. C'est une friche industrielle, puisque nous, on n'a pas besoin de terre agricole. Donc, c'est un des grands plus de l'utilisation de l'algue comme biomasse. Donc, on est sur un terrain qu'on a pris en location en 2021 et on a inauguré notre pilote pré-industriel en fin 2022. Donc, c'est un pilote qui est sur 1,3 hectare, qui comporte environ 900 mètres carrés de bassins, qui sont des bassins de 300 mètres carrés. Et donc, dans ces bassins, on va faire de l'expérimentation et faire de la culture d'algues, comme je vous l'ai dit. Le site est totalement intégré, c'est-à-dire qu'on fait cette culture d'algues. Sur ces algues, on leur fait subir un certain nombre de stress et on les enrichit en amidon. Donc, ce qui nous intéresse, nous, dans l'algue, c'est les composés et les fibres.
pour faire des composites, des biomatériaux composites, qui sont par exemple complémentaires au chanvre, au lin. Hein, ça existe dans le bâtiment comme isolant et de plus en plus, ou dans l'automobile. Et de l'autre côté, on utilise l'amidon. Et cet amidon, en fait, on va le greffer sur d'autres matériaux pour faire des plastiques souples, flexibles, transparents, pour les transformer en différents types d'applications du quotidien, comme je vous le disais, qui vont du consommable type sac poubelle au pot de cosmétiques ou à l'intérieur de véhicules. Donc ce site-là, il est fonctionnel depuis fin 2022 et il nous a permis de montrer que c'était faisable, qu'on était capable de produire. Bien évidemment, ça a été la preuve pour nos investisseurs précédents, notamment l'ADEME qui nous a aidés, la région sud, leur montrer que c'était faisable et que ce que l'on avait prévu était atteignable. Et puis ça nous a permis aussi de montrer à des étrangers, notamment un groupe qui s'appelle Indorama, qui nous a acheté une licence. Et on a aujourd'hui en Indonésie un pilote qui est construit, qui est la copie conforme de ce qu'on a fait à Port-Saint-Louis-du-Rhône et qui permet de montrer que notre technologie peut s'exporter dans différents pays du monde et avoir un impact local dans différents endroits de la planète, c'est-à dire substituer le plastique 100% fossile à des produits partiellement biosourcés. Alors, vous venez de le teaser un petit peu, vous avez parlé du procédé de fabrication. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer très rapidement ? En 2 mots et en une phrase et 3 lignes, on prend ces algues, on les met en bassin, on les stresse, on les enrichit en amidon, on fait de l'extraction d'amidon, on fait de l'extraction de fibres, on les blanchit. On a 2 process qui sont brevetés. Et les extractions de ces composés vont nous permettre de générer et de créer des résines, principalement de 2 familles, une base fibreuse, une base amidon, pour ensuite être transformées par les industriels de la plasturgie traditionnelle. Vous nous avez déjà donné quelques chiffres tout à l'heure, mais en quantité à l'année, combien vous ramassez d'algues et combien vous pouvez produire justement de plastique biosourcé à partir de ça ? Alors, aujourd'hui, en fait, la capacité de notre pilote, elle est liée à la surface des bassins. Donc, on traite à peu près 600 à 700 tonnes d'algues par an humides sur le site. Et les algues humides, ça veut dire c'est 95% d'eau, donc on traite à peu près, en gros, 80 à 100 tonnes de matière sèche, à peu près, d'algues sèches. Ça, c'est la capacité de notre pilote, et ça nous permet de créer environ 300 tonnes de plastique biosourcé, de matériaux biosourcés. Ça, c'est aujourd'hui la capacité du pilote. C'est déjà beaucoup, mais c'est pas beaucoup par rapport au potentiel et à la nécessité du marché en termes de remplacement des plastiques d'origine pétrole. Après, j'imagine que le plastique ne sera pas 100% remplacé de toute manière. Non. Évidemment. Non, en aucun cas. Bon, c'est un bon début déjà, de toute manière. C'est déjà un bon début, et puis encore une fois, on est le pilote, c'est un pilote. Notre objectif, c'est cette phase industrielle. Et là, l'ambition, c'est de passer sur des volumes largement plus significatifs. Et pourquoi vous diriez que justement les algues vertes, c'est une meilleure solution que les cultures agricoles pour produire du plastique biosourcé ? Alors, c'est une meilleure solution tout simplement parce que on l'a effleuré tout à l'heure. D'abord, ça dépend pas des saisons. Ça n'utilise pas de pesticides, ça n'utilise pas d'engrais. Ça n'utilise pas de terre agricole. Ça veut dire qu'en fait, ça laisse à cette biomasse qu'on appelle première ou deuxième génération sa raison d'être, c'est-à-dire nourrir la planète. Je veux dire, on peut pas faire de la culture et occuper des terres agricoles pour faire des objets de consommation. Et nous, on est sur des objets de consommation. Les terres agricoles sont quand même là pour nourrir la population, et on va être 10 milliards dans pas très longtemps. Et l'enjeu alimentaire et l'enjeu de souveraineté alimentaire est essentiel. La France est une terre agricole, et donc il faut lui conserver ce rôle. Néanmoins, on a des friches industrielles, on a des terrains qui sont impropres à la culture, et nous sommes sur les prochains territoires qu'on va occuper sur la Camargue, sur des anciennes rizicultures.
qui deviennent impropres à la culture du riz. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une montée des eaux salées sur les terres, notamment auprès de Sainte-Marie-de-la-Mer, qui sont au ras du niveau de la mer. Et donc, la production de riz a été divisée par 2 au cours de ces 15 dernières années, ce qui est dramatique. Et donc, il faut revaloriser ces territoires et en faire autre chose. Ou alors stopper la montée de la mer, ce qui va être quand même relativement compliqué. Ça risque de demander des efforts. On sait tous qu'il faut lutter contre ça. Mais je suis pas certain que la bataille sera gagnée par nous, quoi. Et alors justement, du coup, ces bioplastiques, comment on les utilise ? Qui peut les utiliser demain ? Dans quoi on les retrouve ? Alors ces matériaux biosourcés, en fait, on peut les retrouver dans beaucoup d'applications. Le plastique, il est présent partout dans notre quotidien. On va le retrouver aujourd'hui dans de nombreuses applications. On a par exemple, on est aujourd'hui chez Intermarché, où on a une gamme de sacs poubelles aujourd'hui qui est limitée, 30-50 litres. Ils sont je crois qu'on est dans 700 ou 750 Intermarchés de France. On fait des housses de protection, par exemple, pour les salons. On a un partenaire qui s'appelle GL Event qui organise tous les salons et tous les mobiliers sont protégés. Donc, ils ont amélioré leur impact et réduit leur impact carbone grâce à nos matériaux en utilisant notre technologie pour faire des housses. On a gagné un appel d'offres. Je crois qu'on devait être au minimum 150 entreprises pour faire des sacs poubelles chez Aéroport de Paris. Donc ADP au terminal 3 d'Orly, aujourd'hui, il y a en phase d'essai des sacs poubelles qui utilisent nos matériaux. On peut être aussi dans le bâtiment. Il y a des applications dans le bâtiment qui peuvent être mélangées avec des matériaux recyclés. Et là, les fibres d'algues vont apporter une décarbonation, une défossilisation, on va dire, qui sera hyper performante. C'est-à-dire qu'on va réduire l'impact carbone des produits qui utilisent nos matières. On va le diviser quasiment par 2. Donc, c'est énorme, quoi. Donc, en intégrant 25% de fibres d'algues, vous réduisez l'impact carbone par 2. C'est vraiment important et c'est quantifié par ce qu'on appelle une analyse cycle de vie. Donc, c'est des méthodologies normalisées et qui permettent donc de quantifier l'économie carbone effectuée grâce à l'intégration de ces matériaux. On a le véhicule, les automobiles, qui sont aujourd'hui qui utilisent de plus en plus de plastique, qui doivent s'alléger et les matériaux composites, le chanvre, le lin, et demain, on espère, les algues, permettent justement d'obtenir des gains en performance, des gains en poids qui sont significatifs, permet de réduire la consommation. On est sur des voitures électriques. Moins elles sont lourdes, moins on consomme d'énergie. Moins on consomme d'énergie, moins on utilise des batteries, plus on a d'autonomie. Et là, les composites ont tout leur rôle à jouer. Donc, les applications sont vraiment importantes. On peut faire du papier. En fait, on peut tout faire. J'ai l'impression. On peut faire vachement de choses. Ouais, vachement de choses. Ouais, on peut faire beaucoup de choses. Ouais, c'est super varié. Mais en fait, potentiellement, s'il faut, j'ai déjà été en contact avec des matériaux faits à base d'algues, en fait, produits par vous. J'espère. Potentiellement. J'espère. J'allais à l'aéroport à Paris, donc c'est possible. Aller à ADP, jeter dans la poubelle, et normalement, ça sera une poubelle qui aura un peu une partie de nos matériaux. Ouais, bien sûr. Ah, c'est super. Non, puis encore une fois, on est aujourd'hui, Eranova est une petite entreprise. C'est une start-up industrielle. Il y en a pas beaucoup dans le monde aujourd'hui, et elles ont du mal à sortir, c'est difficile. Et puis demain, on sera plus présent. Aujourd'hui, on est un petit peu présent, mais on a une capacité très limitée. Mais en tout cas, on montre que c'est possible. Et on a besoin effectivement de sensibilisation, de communication pour montrer que une alternative au plastique 100% pétrole est possible. Je dis une alternative ou une complémentarité. Il est hors de question, et les gens qui disent on va supprimer tout le plastique et on va le remplacer par du papier ou par autre chose, franchement, c'est pas raisonnable, parce que aujourd'hui le plastique, il est complètement irremplaçable dans de nombreuses applications. Et non seulement il est irremplaçable par ses performances, mais il est irremplaçable, et ça peut faire bondir des gens qui nous écoutent, par son bilan environnemental. Ça veut dire qu'en fait, un papier est beaucoup plus polluant en termes de production et en termes de consommation d'énergie que la fabrication d'un sac plastique. C'est une certitude. En revanche, il ne faut pas que ce plastique se trouve dans l'environnement.
Parce que là, il pose un problème, il va rester longtemps et il va constituer une pollution visuelle non négligeable et problématique. Mais en termes, dans un monde bien géré, où l'ensemble des parties feraient ce qu'ils sont supposés faire, c'est-à-dire mettre le déchet au bon endroit et le récupérateur le récupérer et le recycler selon les bonnes pratiques, toutes choses étant parfaitement contrôlées. Si vous faites une analyse, encore une fois, qui est le seul élément qui permet de quantifier de l'impact environnemental d'un produit, l'analyse cycle de vie, du berceau à la tombe, bah les chiffres sont incontestables. Aujourd'hui, le plastique a un meilleur bilan environnemental qu'un sac papier. C'est incontestable. Il pèse moins lourd, donc moins de transport. Il utilise moins d'énergie, moins d'eau. Il n'y a absolument pas photo, quoi. Du coup, est-ce que demain, on peut envisager un monde, finalement, où le plastique, ça serait plus un problème grâce à votre solution? Ça va être un peu ambitieux. On est dans le monde à plus de 350 millions de tonnes. Non, on ne sera que complémentaire. Aujourd'hui, la seule façon pour que le plastique soit plus un problème, c'est de lui apporter des propriétés particulières, de genre de la biodégradation en cas d'abandon dans l'environnement, mettre en place des filières de recyclage partout dans le monde, ce qui va prendre beaucoup de temps. En revanche, notre solution va permettre de diminuer son impact. On intègre 25% de nos matières ou 30%, bah c'est 30% de plastique en moins direct, quoi. Donc l'addition est relativement facile à faire. Donc oui, on a une solution complémentaire. On ne sera pas une solution planétaire, ça sera une multitude d'applications, une multitude de solutions qui vont être longues et difficiles à mettre en œuvre. En revanche, il y a des solutions aujourd'hui qui existent pour réduire l'impact du plastique dans l'environnement, et il faut que les législateurs en prennent connaissance, les travaillent et surtout légifèrent pour qu'elles soient appliquées sans dogmatisme. Et votre vision pour Eranova dans 10 ans, c'est quoi? C'est un déploiement à l'international? Alors, vous l'avez un petit peu dit, donc je pense que vous allez y revenir. Ou alors, est-ce qu'il y aura peut-être d'autres applications pour vos bioplastiques? Qu'est-ce que vous en dites? Le déploiement pour Eranova, déjà, c'est un déploiement national. Aujourd'hui, on est labellisé, on est lauréat France 2030, première usine, la première vague qui a été initiée par le gouvernement Macron pour réindustrialiser la France. Donc, on fait partie de cette première vague. Ça fait déjà probablement presque 2 ans qu'on a été labellisé. Il faut trouver des fonds pour industrialiser. C'est un vrai problème, c'est une difficulté. Donc, ça prend du temps, beaucoup de temps. Donc, la première étape, on va dire, pour Eranova, c'est de passer à cette échelle industrielle et montrer qu'on est capable en France de créer une filière qui s'appelle la filière algues. Le gouvernement a mis en place une feuille de route en 2024 qui s'appelle Algues 2030 et qui a créé en fait cette filière d'intérêt national. Mettre en place une économie bleue qui va valoriser la filière algale. On est un des pays d'Europe qui a le plus de surface côtière, donc des ressources maritimes sont importantes et donc la culture et la valorisation des algues est un outil, est un atout pour notre pays. Donc il faut la standardiser cette filière et la structurer. Donc on fait partie de cette filière et on espère être un acteur et un fer de lance pour la structuration de cette filière. Donc ça c'est sur la partie côté franco-française et voilà, on est plutôt fiers d'être aujourd'hui, à ma connaissance, en Europe, le plus gros site pilote actuellement, et on sera incontestablement, sauf projet que je connais pas, le plus gros projet industriel sur les 2-3 prochaines années. Ça, c'est pour la partie française. On s'est développé à l'international grâce à la vente d'une licence. Ce pilote est en cours de fonctionnement et il va prendre de l'ampleur, il va nous suivre sur les 2-3 prochaines années. Et puis, bien évidemment, une fois qu'on a terminé notre financement, et je le répète, j'espère qu'il sera validé pour ce mois de mai, avril, on est là, donc avril, j'espère. Notre objectif, c'est d'aller développer notre technologie ailleurs. Les pays arabes sont des pays candidats à ce déploiement. Les États-Unis, même si c'est un tout petit peu perturbant en ce moment et on comprend pas toujours ce qui se passe, mais néanmoins, il y a des États qui sont sensibilisés à l'environnement, hein, même si
le pétrole est de plus en plus présent là-bas. Il y a quand même des États qui sont sensibilisés à développer des solutions alternatives. On a été auditionné de nombreuses fois, notamment dans les pays arabes. C'est un pays qui est favorable aux nouvelles technologies. Tout est prêt pour les algues. Il y a de la mer, il y a du soleil. Et Ranova, c'est aussi un projet inclusif. Parce qu'en fait, on crée des nouveaux métiers. Et moi, mon ambition, et j'y tiens parce que j'ai travaillé beaucoup sur l'Afrique, c'est de désenclaver certains pays africains. En Afrique, aujourd'hui, beaucoup de gens gagnent de l'argent à trier les déchets que l'on a générés, nous, en Europe, et qu'on a exportés sur ces territoires. Et demain, trouver des investisseurs qui ont cette sensibilité-là et qui nous aident à nous développer sur certains pays côtiers comme le Ghana, par exemple, ou le Sénégal ou Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup de pays, de pays africains qui peuvent nous accueillir. Ben là, on crée une nouvelle économie locale, qui est une économie vertueuse, qui permet d'élever vers le haut ces pays-là, et surtout de créer une nouvelle génération de travailleurs de la mer, de cultivateurs des algues, et qui seront des emplois largement plus valorisants qu'aller trier les D3E dans les déchetteries. Et là, on créera des plastiques qui seront plus vertueux et qui probablement ne reviendront pas dans le pays. Je sais pas si je le verrai, j'espère en tout cas, mais j'aimerais bien. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et j'aimerais bien tomber sur une ONG aujourd'hui qui, au lieu de râler tout le temps, prenne en compte un projet et se dise OK, on arrête de taper sur tout le monde, on finance un sujet et on vous aide, et on se développe localement, et on choisit un spot, 2 spots, 3 spots. C'est facile, c'est faisable. On l'a fait en France, on est en train de le faire en Indonésie, on peut le faire ailleurs. Eh bien écoutez, c'est un très beau projet en tout cas. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Préparons demain, et ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que les algues, longtemps perçues comme un fléau, peuvent en réalité devenir une ressource précieuse pour la transition écologique. Alors grâce à l'évolution portée par Eranova, ce qui s'échoue sur nos plages se transforme en une alternative concrète au plastique issu du pétrole, avec un potentiel pour transformer durablement l'industrie. Alors, les défis restent nombreux évidemment, mais une chose est sûre, c'est que des solutions existent pour repenser nos matériaux et réduire notre empreinte environnementale. Le secteur du bâtiment, par exemple, suit lui aussi cette dynamique, en intégrant de plus en plus de matériaux biosourcés pour les revêtements, le mobilier urbain ou encore l'isolation. D'ailleurs, on a déjà exploré cette thématique dans un précédent épisode avec la coopérative Yellow, qui promeut l'isolation en paille hachée, qui est une solution efficace, saine et en phase avec la réglementation environnementale de 2020. Alors si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'écouter, le lien de cet épisode se trouve en description. Un grand merci à Philippe Michon pour cet échange passionnant et à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu, et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau rendez-vous avec Préparons demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter un autre de nos podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.